Je m'appelle Julius, j'ai 32 ans, ingénieur logiciel qui a bâti ma vie sur la logique et le code. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mes parents ont prononcé ces mots. Le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Leur demande a brisé mon monde, mais je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises, j'ai pris mes clés et j'ai fermé leurs portes comme un point final. Ce qui s'est passé ensuite a transformé toute mon existence. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de trouver la force lorsque la famille vous abandonne. Ayant grandi dans la banlieue du Massachusetts, je croyais que nous étions la famille américaine parfaite. Mon père, Richard, travaillait comme avocat d'entreprise, tandis que ma mère, Martha, dirigeait une entreprise immobilière prospère. De l'extérieur, nous avions tout. Une maison coloniale avec une pelouse bien entretenue, des vacances en famille à Martha's Vineyard et des cartes de vœux représentant nos visages souriants dans des tenues coordonnées. Mais sous cet extérieur poli se cachait une réalité différente, une réalité où tous les enfants n'étaient pas valorisés de la même manière. Les différences dans la façon dont ma sœur Stéphanie et moi étions traités ont commencé modestement. Quand je ramenais des A en mathématiques avancées, mes parents hochaient la tête et disaient « c'est ce que nous attendons de toi ». Mais quand Stéphanie réussissait l'algèbre de base avec un B-, il célébrait avec un dîner dans son restaurant préféré. « Ta sœur travaille si dur, disait-il, nous devons reconnaître ses efforts. » À 10 ans, je ne pouvais pas articuler pourquoi cela me faisait si mal. Les foires scientifiques sont devenues mon champ de bataille pour attirer l'attention. En 6e année, j'ai construit un petit panneau solaire fonctionnel qui alimentait une horloge numérique. Mon père y a jeté un coup d'œil avant de partir pour le récital de danse de Stéphanie, disant « Projet intéressant, mais nous devons nous dépêcher ou nous manquerons le solo de ta sœur. » J'ai gagné la première place, mais mon trophée est resté ignoré sur mon bureau, tandis que les rubans de participation de Stéphanie pour la danse décoraient notre salon. Julius est juste naturellement doué, disait ma mère à ses amis, minimisant mes réalisations comme si elles étaient sans effort plutôt que le résultat de veiller jusqu'à minuit à lire des manuels avancés. Stéphanie doit travailler pour tout ce qu'elle obtient, ce qui forge le caractère. Ce récit m'a suivi tout au long du lycée. Mon succès est attribué à une capacité naturelle. Les efforts minimaux de Stéphanie sont loués comme de la détermination. Ma passion pour l'informatique a éclos tôt. À 14 ans, j'ai créé un programme rudimentaire qui aidait mon père à organiser les dossiers de ses clients. C'est bien, a-t-il dit, mais tu devrais te concentrer davantage sur l'équipe de débat ou le gouvernement étudiant, des choses qui te feront entrer dans une Ivy League. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour la programmation en tant que carrière, ma mère a soupiré. Les ordinateurs ne sont qu'une phase. Tu es destiné à quelque chose de plus prestigieux comme le droit ou la médecine. La dernière année a apporté la décision universitaire qui allait creuser le fossé entre nous. Malgré mes scores SAT parfaits et mon statut de major de promotion, j'ai choisi le programme d'informatique de l'Université d'État avec une bourse complète plutôt que d'accumuler une dette massive pour Cornell. Le jour où j'ai annoncé ma décision, le visage de mon père s'est effondré. « Nous t'avons donné tous les avantages, » a-t-il dit. « Et c'est ainsi que tu nous rembourses, en manquant d'ambition. » C'est le choix pratique, ai-je expliqué. Même éducation, pas de dette. Et leur département de programmation est en fait mieux classé. Pratique, a répété ma mère avec déception. Ça a toujours été ton problème, Julius. Tu n'as jamais visé plus haut. 2 ans plus tard, lorsque Stéphanie a choisi un collège privé d'arts libéraux avec des classements médiocres et un coût élevé, mes parents rayonnaient de fierté. Elle suit son cœur, disait-il, et établit des liens avec le bon type de personnes. Ils n'ont jamais mentionné les paiements de scolarité qui mettaient à rude épreuve leurs finances, tandis que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes dépenses minimales malgré ma bourse. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une start-up technologique et j'ai rapidement gravi les échelons. À 28 ans, j'avais développé un algorithme de sécurité breveté, gagné un revenu substantiel et acheté un appartement élégant dans le quartier de Back Bay à Boston. L'indépendance financière m'a éloigné des critiques de mes parents, mais je convoitais toujours leur approbation d'une manière qui m'embarrassait. Chaque promotion ou bonus devenait une autre opportunité de les rendre enfin fiers. Ils restaient insensibles. Les ordinateurs, disait mon père avec un geste de la main dédaigneux. Est-ce vraiment ce que tu veux faire pour toujours ? Ton cousin Michael vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat.
La dynamique a changé lorsque Stéphanie, après avoir dérivé à travers plusieurs emplois de marketing, a commencé à fréquenter Bradley Whitmore. Les Whitmore possédaient une chaîne d'hôtels de luxe et évoluaient dans des cercles sociaux que mes parents avaient toujours aspiré à rejoindre. Soudain, l'ascension sociale de mes parents est passée à la vitesse supérieure. La famille de Bradley connaît le gouverneur, mentionnait ma mère à chaque conversation. Sa sœur a été présentée dans le 31h30 du Boston Magazine. Le sous-texte était clair. Stéphanie avait enfin fait quelque chose de bien, quelque chose de plus précieux que n'importe laquelle de mes réalisations. Lors d'un rare dîner de famille célébrant ma promotion au poste de développeur senior, mon père a interrompu mon explication de l'expansion de notre entreprise pour demander « As-tu envisagé d'obtenir un titre plus impressionnant ?» Développeur ne véhicule pas vraiment l'autorité. Plus tard ce soir-là, alors que Stéphanie montrait des photos de son week-end à la maison du lac de la famille Whitmore, mes parents se sont penchés avec une attention captivée. « Julius, a dit ma mère, sans quitter les photos des yeux, tu devrais laisser l'ami de Stéphanie, Taylor, te donner des conseils de mode. Les premières impressions comptent dans ce monde. » Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, j'ai réalisé une vérité douloureuse. Aucune réussite ne serait jamais suffisante car mes réalisations n'étaient pas dans la monnaie qu'ils valorisaient, le statut social, les relations et les apparences. Pourtant, une partie de moi, têtue, croyait encore que je pourrais un jour gagner leur respect à mes propres conditions. Je n'avais aucune idée à quel point cet espoir serait complètement brisé, ni à quel point cela arriverait vite. L'annonce des fiançailles est arrivée lors d'un dîner élaboré au restaurant Milano, le genre d'endroit où les menus n'affichent pas les prix et où les serveurs parlent à voix basse. Mes parents avaient insisté mystérieusement sur ma présence, m'appelant 3 fois pour confirmer que je prendrais du temps libre au travail. C'est une occasion familiale spéciale, a souligné ma mère. Ta présence est non négociable. Je suis arrivé pour trouver toute la famille élargie de Bradley présente. Parents, grands-parents, frères et sœurs, et même un oncle qui était venu de Londres. Quand Stéphanie s'est levée en tapant son verre en cristal et que Bradley s'est agenouillé, présentant un diamant qui captait toutes les lumières de la pièce, je me suis senti vraiment heureux pour elle malgré notre relation compliquée. À ma sœur, ai-je dit pendant le tour de toast, levant mon verre sincèrement. Que votre nouvelle vie ensemble vous apporte toute la joie que vous méritez. Je pensais chaque mot. Après le dîner, Bradley s'est approché de moi au bar. Julius, a-t-il dit, en me tapant l'épaule avec une décontraction étudiée. Stéphanie me dit que vous faites quelque chose avec les ordinateurs. Je suis ingénieur logiciel spécialisé dans la cybersécurité, ai-je répondu. Fascinant, a-t-il dit, clairement désintéressé. Mon entreprise utilise un gars en Inde pour nos trucs de site web. Économise une fortune. Il s'est penché plus près. Entre nous, combien gagne réellement quelqu'un dans votre position, chiffre approximatif? Avant que je ne puisse répondre, il a continué. Parce que j'ai pensé à créer une fondation caritative pour les jeunes défavorisés intéressés par les métiers techniques. Cela pourrait être quelque chose auquel vous pourriez contribuer. La condescendance était indubitable. Dans le monde de Bradley, ma carrière était un métier technique, pas une profession nécessitant des diplômes avancés et des connaissances spécialisées. Je me suis excusé et j'ai trouvé ma mère en pleine conversation avec la mère de Bradley. Julius, a-t-elle dit avec une vivacité excessive. Je racontais justement à Eleanor vos rénovations d'appartement. L'appartement est très bien tel quel, ai-je corrigé. Je n'ai fait aucune rénovation. Ma mère a ri nerveusement. Toujours si modeste. Il a complètement réinventé l'espace, engagé l'un des meilleurs designers de Boston. Cette nuit-là marqua le début d'un nouveau schéma. Mes parents me réinventaient pour correspondre aux attentes de la famille Whitmore. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage s'intensifièrent, ainsi que leurs efforts pour polir mon image. Nous t'avons programmé pour un essayage chez Milano Taylor, annonça mon père lors d'une visite inattendue à mon appartement. La famille de Bradley les a recommandés pour les costumes des garçons d'honneur. Je ne suis pas garçon d'honneur, fis-je remarquer. Eh bien, tu auras besoin d'un costume correct de toute façon, dit-il, balayant mon salon d'un regard à peine dissimulé de déception. Et peut-être de nouveaux meubles avant la fête de fiançailles ici le mois prochain. Fête ici? C'est la première fois que j'entends parler d'organiser quoi que ce soit. Ta maison est très bien située, intervint ma mère.
Et nous pensions qu'il serait agréable de montrer aux Whitmore que toute notre famille a du goût. Elle insista sur le dernier mot tout en jetant un coup d'œil à mon canapé confortable mais ordinaire. La pression ne cessait de monter. Ma mère m'envoyait des SMS quotidiens avec des suggestions. Tout, des recommandations de coiffure au coach en expression orale qui pourraient m'aider à affiner ma présentation. Mon père envoyait des liens vers des montres de luxe qui feraient la bonne impression lors des événements du mariage. Puis vint le défilé des femmes. D'abord, ils invitèrent Caroline, la cousine de Bradley, à se joindre à notre dîner de famille. Un esprit si brillant, s'extasia ma mère après coup. Elle termine son doctorat en histoire de l'art à Harvard. Ne l'avez-vous pas trouvée fascinante? Lorsque je mentionnai que nous avions peu en commun. Ma mère soupira dramatiquement. Tu dois élargir tes centres d'intérêt, Julius. Personne ne veut entendre parler d'algorithmes informatiques toute la soirée. Ensuite vint Elisa, fille du partenaire commercial de la famille de Bradley. Puis Victoria, qui siégeait à 3 conseils d'administration d'œuvres caritatives prestigieuses. Chaque introduction s'accompagnait de la même attente transparente que je me transformerais en quelqu'un digne de ces relations. La situation a atteint son paroxysme lors de la fête de fiançailles organisée dans un hôtel, pas mon appartement, après mon refus. Stéphanie m'a pris à part pendant l'événement. Son expression était tendue. « Tu ne peux pas essayer plus fort », a-t-elle sifflé. Les parents de Bradley t'ont remarqué en train de vérifier ton téléphone pendant le toast de son père. J'ai reçu une alerte concernant une potentielle faille de sécurité au travail, ai-je expliqué. Je m'assurais que nos systèmes n'étaient pas compromis. C'est exactement ce dont maman et papa parlent, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas les priorités. Cette soirée est importante pour moi et tu penses au travail. Je comprends les priorités, ai-je répliqué. J'ai privilégié ma présence ici malgré une urgence au travail. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Son visage s'est adouci un instant. Julius, je veux que tu en fasses partie, mais tu rends les choses si difficiles lorsque tu refuses de faire un effort avec la famille de Bradley. Qu'est-ce qui serait exactement considéré comme faire un effort? Prétendre être quelqu'un que je ne suis pas? Elle n'a pas répondu directement. Le plan de table du dîner de répétition est déjà si compliqué. Bradley a 4 garçons d'honneur plus des membres de sa famille venus d'outre-mer. L'implication planait entre nous. Je devenais un inconvénient logistique. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage adressée uniquement à Julius Montgomery, sans accompagnateur. La même semaine, ma mère a mentionné négligemment que je n'avais pas été inclus dans les photos de fiançailles en raison de contraintes d'espace au studio. Puis est venue la nouvelle que l'enterrement de vie de garçon était réservé aux membres de la noce, et le brunch familial était uniquement réservé à la famille proche et à la noce. Un par un, j'étais effacé des célébrations, présent uniquement lorsque c'était absolument nécessaire et toujours avec l'instruction tacite de prendre moins de place, de parler moins souvent, et de devenir invisible tout en étant physiquement présent. Puis vint le vendredi soir, 3 mois avant le mariage, où tout finit par s'effondrer. Ce soir-là commença, assez innocemment, un autre dîner de famille, cette fois avec les parents de Bradley qui se joignirent à nous chez mes parents. La conversation s'écoula sur des sujets sur le lieu du mariage, les projets de lune de miel à Bora Bora, et le dernier essayage de robe de Stéphanie prévu pour la semaine suivante. J'ai contribué quand il le fallait et me suis autrement concentré sur l'appréciation du pot-au-feu de ma mère, un rare repas fait maison dans sa campagne pour impressionner les Whitmore. Au moment du dessert, le père de Bradley, Harold, se racla la gorge. Richard, Martha, Eleanor et moi voulions discuter de quelque chose concernant la réception. Mon père se redressa immédiatement sur sa chaise. Bien sûr, absolument tout. Nous avons finalisé la liste des invités de notre côté, continua Harold. Et comme vous le savez, j'ai invité plusieurs collègues de l'hôtellerie, dont 2 anciens gouverneurs et un sénateur. Merveilleuse relation, acquiesça ma mère avec enthousiasme. Oui. Eh bien, Harold me lança un bref regard. Certains de ces individus sont plutôt traditionnels, soucieux de leur image, diriez-vous. La température dans la pièce sembla chuter. Je posai ma fourchette, soudain conscient que la conversation avait dévié vers quelque chose qui me concernait. Nous comprenons parfaitement, dit rapidement mon père, bien que rien d'explicite n'eût été déclaré. Eleanor Whitmore tamponna ses lèvres avec une serviette avant d'ajouter « Nous avons toujours enseigné à Bradley que le caractère compte par-dessus tout,
et nous ne jugeons certainement pas les gens en fonction de leurs choix non conventionnels. Un autre regard dans ma direction. Mais certains de nos invités pourraient ne pas être aussi ouverts d'esprit. De quoi parlons-nous exactement, demandai-je directement. Un silence inconfortable s'ensuivit jusqu'à ce que Bradley prenne la parole. Julius, ce n'est rien de personnel. C'est juste que certaines de ces personnes sont très importantes pour l'entreprise de ma famille, et elles ont certaines attentes quant au genre d'événement que ce sera. Des attentes que je ne satisfais pas en quelque sorte. Les yeux de Stéphanie se remplirent de larmes. Julius, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tout le monde essaie juste de s'assurer que le mariage se passe parfaitement en suggérant quoi exactement, j'ai insisté. Peut-être, dit Eleanor délicatement, pourriez-vous faire quelques ajustements pour l'occasion. Une coupe de cheveux plus traditionnelle, un smoking classique plutôt que le style moderne que vous pourriez préférer. Ma coupe de cheveux était un style professionnel standard, et je n'avais jamais mentionné de préférence en matière de smoking. Ce n'étaient que des substituts à leur véritable préoccupation, à savoir que d'une manière ou d'une autre, je ne correspondais pas à leur image idéale. Julius, supplia Stéphanie, fais juste un effort, s'il te plaît. Pour moi, c'est le jour le plus important de ma vie. Le repas se conclut par des amabilités forcées, et alors que les Whitmore se préparaient à partir, mon père me tira à part. « Attends dans mon bureau, dit-il doucement. Ta mère et moi devons te parler. » 20 minutes plus tard, après avoir accompagné la famille de Bradley, mes parents entrèrent dans le bureau lambrissé où j'avais passé d'innombrables heures d'enfance à regarder mon père travailler tout en espérant des miettes de son attention. « Julius, commença mon père, inhabituellement hésitant. Tu comprends à quel point ce mariage est important pour Stéphanie et pour vous, ajoutai-je. Il ignora mon commentaire. Les Whitmore évoluent dans des cercles que nous avons toujours aspiré à fréquenter. Cette connexion pourrait tout changer pour notre famille. Richard, intervint ma mère. Soyons directs. Elle se tourna vers moi, son expression, un mélange de détermination et d'autre chose, peut-être de culpabilité. Julius, nous avons toujours été fiers de toi à notre manière, mais tu dois admettre que tu as toujours été différent. Différent comment? Tu sais ce que nous voulons dire, continua-t-elle. Tu ne t'es jamais vraiment intégré au genre de personnes avec lesquelles les Whitmore s'associent. Tes centres d'intérêt, tes choix de carrière, même ta manière de parler, tout cela est un peu rebutant pour leur cercle. Mon père se pencha en avant. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que ta présence au mariage pourrait créer des tensions. Pas à cause de quelque chose qui ne va pas chez toi, ajouta-t-il rapidement, mais à cause de la façon dont les autres pourraient te percevoir. Alors, qu'est-ce que vous demandez exactement, ai-je dit, bien que je le savais déjà. Mon père prit une profonde inspiration. Si tu veux vraiment offrir à ta sœur un cadeau qui rendrait le jour de son mariage parfait, il fit une pause. Peut-être que le plus beau cadeau serait que tu ne sois pas là. Les mots frappèrent comme un coup physique. Si tu pouvais disparaître de nos réunions de famille, ajouta ma mère, sa voix étrangement calme. Juste pour ce jour-là, cela faciliterait tellement les choses pour tout le monde. Disparaître, j'ai répété le mot, vide dans ma bouche. Du mariage de ma sœur. De la famille, juste pour cette occasion, a précisé mon père, bien que sa clarification n'ait fait qu'empirer les choses. Et si je refuse, ma mère a soupiré. Alors tu seras responsable de tout inconfort ou embarras qui en découlera. Est-ce vraiment ce que tu veux pour le jour spécial de Stéphanie? À ce moment-là, avec une clarté parfaite, j'ai compris que rien de ce que j'avais jamais fait, aucune réussite scolaire, aucun succès professionnel ou aucune croissance personnelle ne me rendrait jamais vraiment acceptable à leurs yeux. La prise de conscience était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Je vois, fut tout ce que je dis en me levant de ma chaise. Julius, appela mon père alors que j'atteignais la porte. Sois raisonnable. Ce n'est pas pour toujours, juste. Juste pour toujours, j'ai terminé pour lui. C'est ce que vous demandez vraiment. Parce que si je ne suis pas le bienvenu à l'événement familial le plus important, alors je ne suis pas vraiment de la famille du tout. J'ai conduit en silence jusqu'à la maison. Pas de musique, pas d'appel téléphonique, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et ma propre respiration. Mon appartement, habituellement un sanctuaire, me sembla soudain étranger. Un espace rempli de souvenirs d'une recherche d'approbation qui ne viendrait jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé d'amis pour me confier.
Au lieu de cela, je me suis assis sur mon balcon jusqu'au lever du soleil, observant les lumières de la ville et prenant la décision la plus importante de ma vie. Au matin, je savais exactement ce que je devais faire. Si disparaître était le plus beau cadeau que je pouvais offrir, alors je le ferais complètement, minutieusement et à mes propres conditions. Le plan s'est formé avec une clarté inattendue alors que je regardais le lever du soleil depuis mon balcon. Si ma famille voulait que je disparaisse, je les obligerais, mais pas avec la demi-mesure qu'ils attendaient. Non, ce serait une rupture complète, une rupture nette qui ne laisserait aucun doute sur qui avait fait le choix et ce que cela signifiait. D'abord, les questions pratiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte d'investissement familial que mes parents avaient établi il y a des années. Initialement destiné à nous trois, mes parents, Stéphanie et moi, il avait considérablement augmenté grâce à mes contributions, en particulier après la vente de mon brevet d'algorithme de sécurité. Bien que nous ayons tous accès, j'étais le gestionnaire principal puisque mon expertise financière dépassait la leur. Le solde du compte s'élevait à un peu plus de 400 000 $. J'ai soigneusement transféré mes contributions documentées, 326 000 $ plus les intérêts courus, vers mon compte personnel. Le solde restant, y compris tous les investissements de mes parents, je l'ai laissé intact. Il ne s'agissait pas de prendre ce qui ne m'appartenait pas. Il s'agissait de récupérer ce qui était à moi. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier, Maria. « Julius, quelle surprise d'avoir de vos nouvelles un samedi matin, dit-elle joyeusement. Je vends mon appartement. Immédiatement, lui ai-je dit. J'accepterai la première offre raisonnable. Tout va bien, a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Ça ira, ai-je répondu. À quelle vitesse pouvons-nous le mettre en vente? L'appartement que mes parents avaient utilisé comme vitrine, faisant venir des amis sans préavis, organisant de petites réceptions chaque fois qu'ils visitaient Boston, appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. L'espace qu'ils avaient simultanément critiqué comme « un appartement de célibataire » et vanté dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Boston cesserait d'être leur accessoire social. Le lundi matin, l'appartement était mis en vente. Le mercredi, j'avais 3 offres. Le vendredi, j'en acceptais une pour un prix légèrement supérieur à la demande avec une clôture de 30 jours. La rapidité de la transaction correspondait à la clarté que je ressentais quant à ma décision. Pendant ce mois, j'ai méthodiquement déconnecté chaque lien qui me liait à la toile de ma famille. Je me suis retiré en tant que bénéficiaire des polices d'assurance vie de mes parents. J'ai officiellement démissionné de mon poste symbolique au conseil d'administration de la fondation caritative de mon père. J'ai transféré mes parts avec droit de vote dans la société immobilière de ma mère à elle. Chaque lien rompu me donnait l'impression d'enlever un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. Chaque signature sur les documents juridiques me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même. La tâche la plus difficile fut de trier mes possessions. L'appartement qui avait semblé si minimaliste révéla soudain ses attaches cachées, des livres que mon père m'avait donnés avec des inscriptions qui semblaient autrefois significatives, maintenant révélées comme performatives. Des photos de famille où mon sourire n'atteignait jamais tout à fait mes yeux. Des cadeaux de vacances qui reflétaient ce qu'ils souhaitaient que je sois plutôt que ce que j'étais réellement. J'ai emballé seulement ce qui comptait vraiment, mon équipement informatique, des vêtements que j'avais choisis pour moi-même plutôt que pour plaire aux autres. Des livres qui avaient façonné ma pensée, et une petite boîte de souvenirs authentiques, mon gland de remise de diplôme universitaire, un caillou d'une randonnée solitaire dans le New Hampshire, une carte d'anniversaire de Marcus qui disait simplement « fier de te connaître ». Le reste, je l'ai donné ou vendu, me débarrassant des couches d'une vie construite autour de la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais. Lors de ma dernière visite de l'appartement vide, mes pas résonnaient sur les parquets. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres nues, illuminant des murs maintenant dépouillés d'œuvres d'art et de souvenirs. Cet espace qui avait été témoin de mes tentatives de construire une vie indépendante tout en gravitant autour des attentes de ma famille, était maintenant vide, une page blanche pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis tenu à l'entrée une dernière fois, les clés lourdes dans ma main. Le symbolisme ne m'échappa pas. Ces clés avaient représenté l'accomplissement, la stabilité et l'âge adulte. Maintenant, elles représentaient autre chose. L'incarnation physique des liens que je choisissais de rompre. Au bureau du gérant immobilier, je les ai remises avec un étrange sentiment de cérémonie. Tandis que la porte se refermait derrière moi, cela ressemblait à un point final. Le point final d'un chapitre que je n'avais pas réalisé devoir se terminer.
Cet après-midi-là, j'ai envoyé un bref email formel à mes parents. Comme demandé, je n'assisterai pas au mariage de Stéphanie. Pour assurer ma disparition complète et éviter toute complication ultérieure, j'ai pris des mesures pour me retirer des imbroglios financiers familiaux. Mon appartement a été vendu. Veuillez adresser toute communication nécessaire à mon avocat dont les coordonnées sont ci-jointes. Je souhaite à Stéphanie tout le bonheur dans son mariage. Julius. Je m'attendais à des protestations immédiates, des appels téléphoniques en colère ou des demandes d'explications. Au lieu de cela, le silence s'est étiré pendant des semaines. Pas d'appel, pas de mail, pas de SMS demandant où j'étais parti ou pourquoi j'avais pris des mesures aussi radicales. Leur silence a confirmé ce que leurs paroles avaient suggéré. Mon absence était bien le cadeau qu'ils préféraient. Pendant ces semaines, j'ai systématiquement effacé mon empreinte numérique là où elle était liée à ma famille. J'ai supprimé les comptes de médias sociaux qu'ils suivaient. J'ai changé mon adresse email et mon numéro de téléphone, ne fournissant les nouvelles coordonnées qu'à ceux en qui j'avais vraiment confiance. J'ai mis en place une réexpédition du courrier vers une boîte postale pendant que je décidais où déménager. Marcus fut la seule personne à qui j'ai tout raconté. Au cours d'un dîner chez lui, en toute sécurité, loin de toute connexion familiale. J'ai raconté toute l'histoire. Jésus, Julius, a-t-il dit quand j'ai eu fini, c'est au-delà du dysfonctionnel. C'est de l'abus émotionnel. Vraiment, ai-je demandé, sincèrement incertain. Des années de normalisation avaient brouillé ma compréhension des dynamiques familiales saines. Oui, a-t-il dit fermement. Des parents normaux ne demandent pas à leur enfant de disparaître, quoi qu'il arrive. Sa validation a libéré quelque chose en moi, un souffle retenu que je n'avais pas réalisé que je retenais. Pour la première fois depuis ce dîner, je me suis permis de pleurer, les épaules tremblantes de chagrin, non seulement d'avoir perdu mes liens familiaux actuels, mais aussi l'espoir qu'ils me verraient et m'accepteraient un jour. Marcus s'est assis à côté de moi, la main sur mon épaule, ne disant rien car rien n'avait besoin d'être dit. Dans son soutien silencieux, j'ai trouvé plus de famille que je n'en avais jamais eu dans la maison où j'ai grandi. Alors que la date du mariage approchait, j'ai reçu mon premier contact de la sphère familiale. Non pas de mes parents ou de ma sœur, mais de mon cousin Tyler. Ils disent à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse et que tu as eu besoin de te retirer de la vie publique, a-t-il envoyé par SMS. Je voulais juste que tu saches quel récit ils inventent. Je les remerciais pour l'information, mais je me suis senti étrangement impassible. Leur histoire en révélait plus sur eux que sur moi. Pour la première fois, je ne me suis pas senti obligé de corriger le tir ou de défendre ma réputation dans leur cercle social. Leur opinion et les opinions de quiconque croirait une telle histoire sans poser de questions n'avaient plus d'importance. La veille du mariage, je me suis installé dans une petite cabane dans les bois du Vermont, à des kilomètres de tout service téléphonique ou Internet. Le symbolisme était intentionnel. Pendant qu'ils célébraient une union partiellement construite sur les apparences et l'ascension sociale, je communiais avec quelque chose de réel et d'immuable. Debout sur le porche de la cabane ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes dans des tons d'orange et de violet, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la certitude tranquille que j'avais fait le bon choix. Tout ce qui viendrait ensuite serait bâti sur la vérité plutôt que sur la prétention, la réalité plutôt que l'apparence. J'avais disparu comme demandé, mais dans cette disparition, je commençais à me retrouver. Le jour du mariage de Stéphanie, je me suis réveillé avant l'aube dans la cabane du Vermont. Les montagnes étaient enveloppées d'une brume matinale, créant un paysage d'un autre monde qui correspondait à mon étrange état émotionnel. Aujourd'hui, ma sœur allait épouser la famille que mes parents avaient toujours aspiré à rejoindre, et je serais ostensiblement absent, un fantôme au festin, présent seulement dans des explications chuchotées sur la raison pour laquelle le frère de la mariée était introuvable. J'ai passé la matinée à faire de la randonnée, poussant mon corps sur des sentiers escarpés jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que la sueur me transperce la chemise. Malgré l'air frais, l'effort physique m'a empêché de trop errer dans des scènes imaginées du mariage, la marche fière de mon père dans l'allée avec Stéphanie, le sourire ému de ma mère pendant les vœux, la chaise vide à la table familiale que personne ne reconnaîtrait. L'après-midi, j'avais grimpé assez haut pour perdre complètement le service de téléphonie mobile. Assis sur un affleurement rocheux surplombant la vallée, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement libéré des attentes, des obligations et des déceptions familiales. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante.
Alors que le soleil commençait sa descente, je suis redescendu vers la cabane. Juste au moment où j'atteignais la clairière, j'ai vu une voiture familière garée à côté de la mienne. Marcus était venu de Boston. Il se tenait sur le porche, un pack de 6 bières artisanales dans une main et une boîte de pizza dans l'autre. « Je pensais que tu ne devrais pas être seul aujourd'hui », a-t-il dit simplement. Nous nous sommes assis sur le porche alors que le crépuscule s'installait sur la forêt, buvant de la bière et mangeant de la pizza dans un silence confortable. Finalement, Marcus a parlé. « Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûr. »« Si, tu veux savoir », a-t-il insisté gentiment. « Non pas parce que tu regrettes ta décision, mais parce que tu as besoin de tourner la page. » Il avait raison. Bien sûr, la question avait plané aux confins de ma conscience toute la journée. Marcus a pris une longue gorgée de sa bière. « J'ai une cousine qui travaille à l'hôtel. Elle m'a envoyé des mises à jour par SMS, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. »« Le chaos », a-t-il dit simplement. « Pas la cérémonie elle-même, ça s'est bien passé, mais la réception, c'était une autre histoire. Les gens n'arrêtaient pas de poser des questions sur toi, les amis du club de lecture de ta mère, les collègues de ton père. Même la famille élargie de Bradley qui avait entendu parler du frère technophile Prosper de Stéphanie. Ton absence était flagrante. Je n'avais pas envisagé cette possibilité que les gens remarqueraient, poseraient des questions. Dans le récit de ma famille, j'avais toujours été périphérique, facilement écarté. Mais peut-être avais-je existé plus fermement dans la compréhension des autres de notre famille que dans la mienne. Tes parents n'arrêtaient pas de donner des explications différentes, continua Marcus. D'abord c'était une urgence au travail, puis une vague maladie, puis un engagement prévu que tu ne pouvais pas rompre. Les histoires se contredisaient, et les gens l'ont remarqué. Une petite partie blessée de moi se sentit justifiée par cela. Leur tentative de m'effacer avait créé une absence plus visible que ma présence n'aurait jamais pu l'être. Le vrai coup de grâce est venu pendant le toast de Stéphanie, a dit Marcus. Elle avait manifestement bu quelques verres de champagne et soudain, elle a commencé à parler de son grand frère qui lui avait appris à faire du vélo et à quel point elle aurait voulu que tu sois là. Elle s'est mise à pleurer, demandant à tes parents pourquoi tu n'étais vraiment pas là. En plein milieu de son toast, devant tout le monde. J'ai grincé des dents en imaginant la scène. Malgré tout, je n'avais pas voulu gâcher la journée de Stéphanie. La mère de Bradley a pris le micro et est passée en douceur à son propre toast. Marcus a terminé. Mais le mal était fait. Les gens chuchotaient. Tes parents avaient l'air mortifiés. Je suis resté là avec cette information, surpris par mes propres sentiments contradictoires. Il y avait une certaine satisfaction sombre à savoir que leur récit soigneusement construit s'était effondré, mais aussi une culpabilité inattendue quant à la nature publique de l'effondrement. « Comment sais-tu tout ça ?» ai-je demandé. « Je t'ai dit que ma cousine travaille. » « Non, les jeux interrompus. »« Comment connais-tu les détails du toast de Stéphanie ? Ta cousine n'aurait pas pu entendre ça depuis la cuisine. » Marcus a détourné le regard un instant. « J'étais là. »« Quoi ? Comment ? » Bradley m'a invité, a-t-il admis. Nous sommes allés à la même école préparatoire. Tu te souviens ? Quand il a découvert que j'étais ton meilleur ami, il m'a appelé et m'a demandé de venir. Je crois. Je crois qu'il essayait d'avoir quelqu'un là-bas pour toi, en quelque sorte. Cette révélation me sidéra. Bradley, que j'avais considéré comme un autre mondain obsédé par le statut social, avait montré plus de considération pour mes sentiments que mes propres parents. Est-ce qu'ils t'ont vu là-bas ? Tes parents ? Oh, oui, Marcus a ri. Ton père a failli s'étouffer avec son champagne. Ta mère a essayé de me coincer pendant l'heure du cocktail pour me soutirer des informations sur où tu étais. J'ai fait l'idiot. Nous sommes retombés dans le silence, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'obscurcissait. Le mariage serait terminé maintenant. Stéphanie et Bradley danseraient, couperaient le gâteau, se prépareraient à partir pour leur lune de miel. Mes parents feraient du réseautage avec les relations de la famille de Bradley. Peut-être transformant déjà le moment de ma sœur en leur propre opportunité d'ascension sociale. Et j'étais ici, sous le vaste ciel du Vermont, sentant les premières et fragiles vrilles de la liberté prendre racine. Et maintenant, demanda Marcus finalement. Maintenant, dis-je, je construis quelque chose de nouveau.
Les semaines qui suivirent le mariage se déroulèrent dans un calme étrange et suspendu. Je restais dans le Vermont, prolongeant ma location de cabane de mois en mois pendant que je réfléchissais aux prochaines étapes. Le produit de la vente de mon appartement me donnait une marge de manœuvre financière et mon entreprise accepta de me laisser travailler à distance temporairement. Puis, 17 jours après le mariage, le silence se brisa, mon téléphone, dont le nouveau numéro n'était connu que d'une poignée de personnes, s'alluma avec un SMS de Tyler. Attention, le barrage a cédé. Attends-toi à être contacté. En quelques heures, ma boîte de réception de courriel fut inondée. D'abord 20 ans de Patricia, Julius. Quel que soit le désaccord que tu as avec tes parents pour manquer le mariage de ta seule sœur est impardonnable. Puis oncle Henri, ton comportement a fait honte à toute la famille. Tes parents méritent mieux. Cousins, famille, amis, même la colocataire universitaire de ma mère, tous exprimant leur choc et leur déception face à ma décision égoïste et immature. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était réellement passé. Aucun d'eux n'avait pris la peine de demander. Le lendemain, le premier contact direct est arrivé, un email de mon père. Julius, ton numéro de disparition théâtrale a eu l'effet désiré, un maximum d'embarras pour ta mère et moi. Si ton intention était de nous punir pour avoir suggéré un léger accommodement pour le jour spécial de ta sœur, tu as réussi au-delà de toute mesure. Les Whitmore ont été compréhensifs, mais nous pourrions ne jamais nous remettre des dommages causés à d'autres relations importantes. Tu as été beaucoup trop loin. Vendre ton appartement, te retirer des comptes familiaux. Ce sont les actions de quelqu'un qui fait une dépression, pas d'un adulte rationnel. Nous attendons que tu répondes à cet email immédiatement avec ton adresse actuelle et ton numéro de téléphone. Cette crise de colère infantile a assez duré. Papa. Ces mots ont tout révélé. Aucune reconnaissance de m'avoir dit de disparaître pour toujours. Aucune reconnaissance qu'il m'avait rejeté, et non l'inverse. Aucune excuse, juste de la colère que j'ai pris leurs paroles au sérieux et agi en conséquence. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ma mère a essayé. Chérie, nous sommes inquiets pour ton bien-être. Cette réaction extrême suggère que tu pourrais avoir des problèmes de santé mentale. Nous ne voulons que ton bien et pouvons te recommander plusieurs excellents thérapeutes à Boston. Stéphanie est dévastée par ton absence. Elle est rentrée plus tôt de sa lune de miel parce qu'elle était trop bouleversée pour profiter de Bora Bora. Est-ce ce que tu voulais? S'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions en discuter en famille. Quel que soit le malentendu survenu, je suis sûr que nous pouvons le résoudre ensemble. Amour, maman. La manipulation psychologique était si transparente qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas été si douloureuse. La suggestion que j'avais mal interprété leur demande explicite de disparaître. L'implication que ma réaction indiquait une instabilité mentale plutôt qu'un respect de soi, la manipulation émotionnelle concernant Stéphanie, tout était si familier. Je n'ai pas non plus répondu à cet email. Finalement, Stéphanie elle-même m'a contacté. Julius, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa ne me donnent pas de réponse claire sur la raison pour laquelle tu as manqué mon mariage. Ils ne cessent de dire que tu traverses quelque chose, mais ne s'étendent pas. Quoi qu'ils aient fait ou dit, je suis désolé. Je sais comment ils peuvent être. Mais mon frère me manque. S'il te plaît, parle-moi, Steph. Son message m'a fait hésiter. Il y avait une confusion sincère, suggérant que nos parents ne lui avaient pas parlé de notre conversation ce soir-là. Peut-être qu'elle ne savait vraiment pas ce qui s'était passé. Après mûre réflexion, j'ai envoyé une brève réponse. Stéphanie, demande-leur ce qu'ils m'ont dit être le plus beau cadeau que je pouvais te faire pour ton mariage. Demande-leur directement et insiste pour avoir une réponse honnête. Je suis heureux que tu aies trouvé le bonheur avec Bradley. Julius. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle pendant 2 mois. Entre-temps, par l'intermédiaire de Tyler, j'ai appris le drame familial en cours. Les Whitmore, loin d'être compréhensifs quant à mon absence, avaient été profondément mal à l'aise avec les explications contradictoires. Le père de Bradley avait directement demandé au mien s'il y avait des problèmes de santé mentale dans la famille dont il devrait être informé. Les tentatives de mes parents de s'intégrer dans le cercle social des Whitmore avaient stagné, plusieurs invitations ne se matérialisant mystérieusement pas. Plus surprenant encore, Stéphanie avait apparemment commencé à défier nos parents d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Selon Tyler,
Elle les avait confrontés lors d'un dîner de famille, exigeant de savoir exactement ce qu'ils m'avaient dit. Lorsqu'ils avaient minimisé leurs paroles, elle était partie, la première fois qu'elle les avait défiés ouvertement. Alors que l'été laissait place à l'automne, j'ai pris ma décision. J'ai accepté une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Seattle, aussi loin de Boston que je pouvais raisonnablement aller. Tout en restant dans les États-Unis contigus, j'ai trouvé un appartement dans un gratte-ciel du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond et des vues sur le Puget Sound. J'ai commencé à construire une vie complètement détachée des attentes et des limitations de ma famille. Et pourtant, l'ombre persistait. Dans les moments de calme, la douleur ressurgissait de manière inattendue en déballant un livre que mon père m'avait donné et qui s'était accidentellement retrouvé dans mes cartons, ou en entendant une chanson qui me rappelait les voyages en voiture de mon enfance. Ou en voyant une femme qui ressemblait à Stéphanie dans un café. Ces moments devenaient moins fréquents au fil des mois, mais ils ne disparaissaient jamais complètement. 6 mois après mon déménagement, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à 4800 km de là, j'ai reçu un autre email de mon père. Le premier contact après des mois de silence. Julius, ta mère et moi avons réfléchi aux événements récents. Nous avons peut-être parlé hâtivement concernant ta présence au mariage de Stéphanie. Si nos paroles t'ont causé de la douleur, ce n'était pas notre intention. Nous aimerions ouvrir un dialogue pour rétablir le contact. Thanksgiving approche et ton absence serait remarquée. Cordialement, papa. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement dit. Aucune excuse réelle, et toujours la préoccupation des apparences mon absence étant remarquée plutôt que ressentie ou regrettée. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai regardé l'horizon de Seattle scintiller sous la lumière du soir. Leurs mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme autrefois. J'avais disparu comme demandé. Mais dans cette disparition, j'avais trouvé quelque chose d'inattendu. Le début de la guérison. Seattle m'a accueilli avec sa pluie fraîche et ses ciels gris. Une ville où la réinvention semblait inscrite dans l'ADN culturel. Mon nouveau poste d'architecte de sécurité principal chez Horizon Tech m'offrait des défis qui maintenaient mon esprit occupé et des collègues qui valorisaient mon expertise sans qualification. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je ne travaillais pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, sauf à moi-même. Mon appartement au 23e étage est devenu une toile pour créer un espace qui reflétait qui j'étais vraiment plutôt que qui je pensais que les autres voulaient que je sois. Fini les meubles élégants et impersonnels qui avaient rempli mon appartement de Boston, choisis plus pour leur capacité à impressionner les visiteurs que pour leur confort. Au lieu de cela, j'ai choisi des pièces qui m'apportaient un véritable plaisir, un fauteuil en cuir usé parfait pour la lecture, des étagères industrielles qui mettaient en valeur ma collection éclectique de manuels techniques et de romans de science-fiction. Et de l'art abstrait dans des couleurs qui énergisaient plutôt que calmaient. Marcus est venu me voir 3 mois après mon déménagement, sifflant avec appréciation en admirant la vue du Puget Sound depuis mon salon. Cet endroit te ressemble vraiment, a-t-il observé, passant sa main sur la table à manger en bois recyclé que j'avais commandé à un artisan local. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ton appartement de Boston était comme un hôtel. Impressionnant mais impersonnel. Ça, a-t-il fait un geste, à tes empreintes partout. Ça semble vivant. Son observation m'a profondément frappé. J'avais passé des années à créer des espaces et une vie conçue pour obtenir l'approbation plutôt que pour refléter l'authenticité. Pas étonnant que rien n'ait jamais semblé tout à fait juste. La visite de Marcus a cimenté son rôle de frère que j'avais choisi plutôt que celui avec lequel j'étais né. Au cours de sa semaine à Seattle, nous avons fait de la randonnée sur le Mont Rainier, exploré Pike Place Market et passé des soirées à discuter sur mon balcon autour de bières artisanales locales. Il avait quitté un poste réussi dans une firme financière de Boston pour me suivre à l'ouest, acceptant un rôle comparable dans une entreprise de Seattle. Boston commençait à devenir ennuyeux de toute façon, a-t-il dit lorsque j'ai exprimé de la culpabilité pour son déménagement. Certaines amitiés valent la peine d'être suivies à travers le pays. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai rencontré Rachel, une photographe freelance qui capturait le paysage urbain de Seattle avec un œil qui trouvait la beauté dans des endroits inattendus. Notre premier rendez-vous s'est étiré du café au dîner, puis à une promenade nocturne le long du front de mer, parlant de tout, du chiffrement des données aux films japonais. Il y avait une aisance entre nous que je n'avais jamais ressentie dans mes relations. Pas de calcul, pas de performance, juste une connexion authentique. J'aime que tu dises ce que tu penses, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Pas de jeu, pas d'objectif caché.
C'est un développement récent, ai-je admis, et j'ai partagé une version condensée de mon histoire familiale. Plutôt que d'offrir des platitudes ou une sympathie malaisée, elle a simplement dit « leur perte », avec une telle conviction que quelque chose de serré dans ma poitrine s'est relâché. Avec Rachel, je me suis retrouvé à partager des pensées et des sentiments que j'avais auparavant gardés enfermés, craignant un jugement qui n'est jamais venu. Alors que ma vie personnelle et professionnelle à Seattle fleurissait, les nouvelles de Boston arrivaient par l'intermédiaire de Tyler, qui était devenu mon lien inattendu avec les événements familiaux. Ces SMS arrivaient irrégulièrement, chacun offrant un aperçu des conséquences de ma disparition. Tante Patricia et oncle Henry ont dîné avec les Whitmore hier soir, rapporta Théil dans l'un d'eux. Apparemment, la mère de Bradley a posé des questions précises sur la raison pour laquelle tu n'étais à aucune des réunions de famille. L'explication de tes parents sur ta retraite pour des raisons de santé mentale ne tient plus la route. Un autre SMS révélait, la firme de ton père a perdu le compte de la chaîne d'hôtels Whitmore. On dit que le père de Bradley a remis en question les valeurs familiales de ton père après avoir entendu des histoires contradictoires sur ton absence. La mise à jour la plus surprenante est arrivée 6 mois après mon déménagement. Stéphanie et Bradley ont dîné avec tes parents le week-end dernier. Une énorme dispute a éclaté lorsque Bradley a mentionné qu'il t'avait contacté directement. Ta mère a dit quelque chose sur la loyauté familiale et Stéphanie a apparemment rétorqué, comme la loyauté que tu as montrée à Julius. Ils sont partis sans dessert. J'ai reçu cette nouvelle avec des émotions complexes. Il n'y avait aucune satisfaction à voir mes parents faire face à des conséquences sociales, seulement une triste reconnaissance qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Plus surprenant encore était la défense apparente de Stéphanie. La sœur qui s'était toujours alignée sur les valeurs de nos parents développait peut-être une perspective propre. Mon soupçon fut confirmé lorsque 8 mois après le mariage, je reçus une lettre de Stéphanie. Pas un email ou un SMS, mais une véritable lettre manuscrite sur du papier épais crème. Cher Julius, j'ai demandé à maman et papa ce qu'ils t'avaient dit avant le mariage. Au début, ils ont esquivé, disant que tu avais mal interprété leurs mots. J'ai persisté et finalement papa a admis qu'il t'avait suggéré de ne pas assister au mariage parce qu'il s'inquiétait de la façon dont la famille de Bradley te percevrait. J'étais horrifié. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient dit une chose aussi cruelle. Je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de t'exclure. Quand tu ne t'es pas présenté, ils m'ont dit que tu avais une urgence au travail. J'ai seulement commencé à remettre en question leur histoire quand j'ai vu comment ils changeaient leur explication selon la personne qui posait la question. J'ai honte qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir ce qui se passait. Vivre dans le monde de Bradley m'a ouvert les yeux sur la toxicité de notre dynamique familiale. Ses parents le traitent, lui et ses frères et sœurs, avec respect même quand ils sont en désaccord. Ils célèbrent les différences au lieu d'essayer de les effacer. Tu me manques, Julius. Bradley te manque aussi, bien que vous ayez à peine eu l'occasion de vous connaître. Il dit que sa première impression de toi était que tu étais la seule personne authentique de notre famille. Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec nous. Mais si tu es un jour ouvert, j'aimerais essayer de construire une relation avec toi. Une vraie cette fois, pas la performance que nos parents ont orchestrée. Avec amour et regret, Stéphanie. J'ai lu sa lettre plusieurs fois, les émotions tourbillonnant. Il y avait de la douleur qu'elle n'ait pas vu le traitement de nos parents envers moi plus tôt. De la colère pour les années d'isolement que j'avais endurées tandis qu'elle se prélassait dans leur approbation, mais aussi un espoir fragile que peut-être une relation familiale pourrait être sauvée. Après des jours de réflexion, j'ai répondu par un bref email reconnaissant sa lettre et suggérant de procéder lentement. La confiance, ai-je écrit, une fois brisée, ne peut être reconstruite que progressivement. Notre reconnexion prudente a commencé par des SMS occasionnels, puis des appels téléphoniques toutes les quelques semaines. Stéphanie a partagé son propre parcours, réalisant à quel point les valeurs de nos parents avaient façonné ses perceptions et ses choix, souvent à son détriment. J'ai écouté avec une empathie grandissante alors qu'elle décrivait la pression qu'elle avait toujours ressentie pour être parfaite à leurs yeux. Je pense que j'ai été si dur avec toi en grandissant parce que j'étais jalouse, a-t-elle admis lors d'un appel. Tu semblais toujours si sûr de toi, si clair sur ce que tu voulais. Moi, j'essayais juste d'être ce qu'il voulait que je sois. Je n'étais pas sûr de moi, je corrigeais. J'étais juste plus disposé à les décevoir pour être fidèle à moi-même. Alors que l'hiver laissait place au printemps à Seattle, j'ai commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Le docteur Rivera m'a aidé à reconnaître des schémas dont je n'avais pas conscience,
la recherche constante d'approbation que je ne recevrais jamais. La croyance intériorisée que j'étais d'une manière ou d'une autre fondamentalement inacceptable. L'habitude de minimiser mes propres besoins pour accommoder les autres. Vous n'avez pas simplement quitté une situation familiale toxique, a-t-elle observé lors d'une séance. Vous avez rejeté un faux récit sur votre propre valeur. C'est incroyablement difficile et incroyablement courageux. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à comprendre que ma décision de disparaître n'avait pas été seulement une réaction de colère, mais une étape nécessaire à ma propre guérison. Ce qui avait semblé être une destruction était en fait le nettoyage du terrain pour une nouvelle croissance. Pendant ce temps, Rachel était devenue une partie essentielle de ma nouvelle vie. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement élaboré ma présentation pour être ce que je pensais qu'un partenaire voulait, avec Rachel, j'étais simplement moi. Elle a emménagé dans mon appartement 10 mois après notre rencontre. Ajoutant ses livres de photographie à mes bibliothèques et sa collection d'appareils photo vintage à mes étagères de bureau. Je n'aurais jamais pensé vivre à 23 étages au-dessus du sol, a-t-elle plaisanté en déballant. Mais je te suivrai jusqu'à la lune si c'est là que tu décidais de t'installer. La certitude décontractée de son affection me surprenait encore parfois, la façon dont elle me trouvait digne d'amour sans condition ni qualification. Alors que s'approchait le premier anniversaire de mon départ de Boston, j'ai reçu une autre communication inattendue, une véritable lettre manuscrite de mon père, le poids formel de son papier à lettres et de l'encre de son stylo plume, un contraste frappant avec le contenu étonnamment vulnérable. Cher Julius, un homme atteint un certain âge et commence à évaluer son œuvre. J'ai toujours tiré fierté de mes réalisations professionnelles, du respect de mes collègues, de l'héritage que j'ai bâti dans le monde juridique. Ce que j'ai négligé de considérer jusqu'à récemment, c'est l'héritage que je bâtissais au sein de ma propre famille. Stéphanie a clairement indiqué que ton absence à son mariage n'était pas ton choix, mais le résultat direct des mots prononcés par ta mère et moi. Des mots dont j'ai profondément honte maintenant. Il n'y a aucune excuse pour dire à son enfant que sa disparition serait un cadeau. Aucune. Je pourrais tenter d'expliquer la pression que nous ressentions de la part des Whitmore, les aspirations sociales que nous avions fondées sur cette connexion, mais toute explication ne ferait qu'aggraver le tort. J'ai échoué en tant que père. J'ai échoué à voir tes forces uniques, à célébrer ton chemin individuel, à offrir l'amour inconditionnel qui est l'obligation la plus sacrée d'un parent. Si tu es d'accord, j'aimerais avoir l'opportunité de m'excuser en personne. Je comprends si tu refuses. Ce que j'ai fait est peut-être impardonnable, mais je veux que tu saches que je reconnais la gravité de mon erreur, et j'en porte le regret quotidiennement. Ton père, Richard Montgomery. La lettre est restée sur ma table basse pendant des semaines. Je l'ai lue à plusieurs reprises, cherchant les sous-entendus manipulateurs que j'en étais venu à attendre des communications de mon père. N'en trouvant aucun, j'ai été laissé avec la possibilité déroutante qu'il puisse réellement regretter ses actions. Après mûre réflexion et plusieurs discussions avec le docteur Rivera, j'ai décidé de faire un pas mesuré. Je ne retournerai pas à Boston, mais j'autoriserai une brève rencontre la prochaine fois que je visiterai la côte et pour le travail. Lorsque cette opportunité s'est présentée, j'ai suggéré de rencontrer Stéphanie et mon père, mais pas ma mère, qui n'avait fait aucune ouverture similaire, dans un lieu neutre, un restaurant à Cambridge, loin de la maison familiale et des scènes de conflits précédents. La réunion a été fixée pour mai, 13 mois après que j'ai quitté mon ancienne vie. À l'approche de la date, j'ai ressenti un calme étrange. Quoi qu'il arrive, je n'étais plus la même personne qui avait désespérément cherché l'approbation de personnes peu disposées à la donner. J'avais disparu comme demandé, mais dans cette disparition, j'avais enfin commencé à me révéler pleinement à moi-même. Le restaurant de Cambridge fut mon choix délibéré, un établissement haut de gamme proposant des produits de la ferme à la table où mon père se sentirait à l'aise, mais qui n'avait aucune histoire ou association pour aucun d'entre nous. Je suis arrivé en avance, choisissant une table de coin qui offrait de l'intimité sans isolement. La maîtresse d'hôtel m'a conduit à ma place avec un signe de tête respectueux, et j'ai commandé de l'eau pétillante en attendant, étrangement calme, malgré l'ampleur de la rencontre à venir. Stéphanie arriva la première, élégamment vêtue, mais avec une nervosité dans ses mouvements qui me rappelait notre enfance, comment elle s'agitait avant un récital de piano, terrifiée de décevoir nos parents. Nous nous sommes embrassés brièvement, le geste toujours peu familier après des années de distance familiale, suivi de mois de reconnexion prudente par téléphone et SMS. « Tu as l'air bien, dit-elle, étudiant mon visage. »« Heureux. »« Je le suis, répondis-je simplement. »« Le bétail me convient. »
Plus que Boston ne l'a jamais fait, reconnut-elle avec une perspicacité surprenante. Notre père arriva 5 minutes plus tard, et je fus frappé de voir à quel point il avait vieilli en 13 mois depuis que je l'avais vu pour la dernière fois. Ses cheveux étaient devenus entièrement gris, et de nouvelles rides marquaient son visage. Il s'approcha de notre table avec une hésitation inhabituelle, la démarche confiante de l'avocat Prosper n'était plus en évidence. « Julius, dit-il, sa voix s'étranglant légèrement. Merci d'avoir accepté ça. Nous nous sommes lancés dans une conversation maladroite sur des sujets neutres, la réputation du restaurant, le printemps anormalement chaud, mon vol depuis Seattle. L'échange superficiel s'est poursuivi pendant l'entrée. Aucun de nous n'était vraiment prêt à aborder le problème évident. Finalement, alors que nos plats principaux arrivaient, mon père posa sa fourchette et prit une profonde inspiration. « Je vous dois des excuses, dit-il, sa voix stable mais contenue. Ce que votre mère et moi vous avons dit avant le mariage de Stéphanie était impardonnable. Nous avons privilégié les apparences sociales à notre propre fils. Il n'y a aucune justification à cela, et je n'essaierai pas d'en offrir une. » La franchise de sa reconnaissance me surprit. Je m'étais attendu à des tergiversations, peut-être une tentative de minimiser ou de recadrer leurs paroles. Au lieu de cela, il continua avec une honnêteté inébranlable. Nous nous sommes trompés sur tant de choses, Julius. Trompés de valoriser l'approbation des Whitmore plus que ta présence. Trompés de traiter tes réalisations comme étant d'une manière ou d'une autre inférieures au succès conventionnel. Trompé d'essayer de te modeler en quelqu'un que tu n'étais pas censé être. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé? Il jeta un coup d'œil à Stéphanie avant de répondre. Plusieurs choses. La réaction des Whitmore. D'abord, le père de Bradley m'a appelé à son bureau la semaine après le mariage et m'a demandé sans détour, quel genre de père exclut son fils du mariage de sa fille. Apparemment, Bradley lui avait dit la vérité après que Stéphanie se soit confiée à lui. Il n'aurait pas dû falloir un jugement extérieur pour que vous reconnaissiez que vos actions étaient mauvaises, ai-je fait remarquer. Non, il n'aurait pas dû, a-t-il convenu. Mais ce n'était que le début. Après ta disparition, ta vraie disparition, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous avions perdu. Pas l'appartement que tu as vendu ou les liens financiers que tu as rompus, mais toi. Ta perspective, ton intégrité, ton refus de compromettre ton authenticité malgré une immense pression. Stéphanie a tendu la main à travers la table pour toucher la mienne. Julius, quand j'ai découvert ce qu'il t'avait dit, tout a changé pour moi. J'ai commencé à voir toute notre enfance différemment. Comment il t'avait toujours traité comme si tu étais en quelque sorte déficient alors que tu étais en fait juste différent de ce qu'il voulait. Cela m'a fait remettre en question toutes les valeurs qu'il m'avait inculquées. Ton absence a créé un vide qui nous a forcés à nous examiner, a ajouté mon père. Et ce que nous avons vu était profondément inconfortable. J'ai absorbé leurs mots, cherchant la piqûre familière de la manipulation, mais trouvant plutôt ce qui semblait être un remords sincère. Pourtant, des années de conditionnement m'avaient rendu méfiant. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment. Mais les mots sont relativement faciles. Vous m'avez dit de disparaître de la famille pour toujours. J'ai pris cela au sérieux et j'ai construit une nouvelle vie de l'autre côté du pays. Cela ne peut pas être annulé par une simple conversation. Nous ne nous attendons pas à ce que ça le soit, a dit mon père. Je ne demande pas pardon ni que les choses redeviennent comme avant. C'est impossible. Et franchement, les choses n'étaient pas bonnes avant. J'espère simplement que nous pourrons commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain avec des limites appropriées et le respect de qui tu es réellement. Sa reconnaissance des limites m'a semblé significative, un concept que l'ancien Richard Montgomery aurait rejeté comme un chouchoutage émotionnel inutile. Peut-être qu'il y avait eu un réel changement. Notre conversation s'est poursuivie avec le dessert et le café, plongeant plus profondément dans des souvenirs douloureux et spécifiques qui nécessitaient une reconnaissance. Mon père a écouté sans se défendre alors que je décrivais l'effet cumulatif d'années de subtils mépris et de critiques ouvertes. Stéphanie a partagé ses propres réalisations sur la façon dont elle avait été complice de la dynamique familiale, s'alignant souvent avec nos parents contre moi pour assurer sa propre position d'enfant modèle. Au moment où nous avons quitté le restaurant 3 heures plus tard, quelque chose avait changé. Non pas une guérison miraculeuse ou une réconciliation instantanée, mais une fissure dans le mur de l'aliénation à travers laquelle de nouvelles possibilités pourraient éventuellement émerger. « Ta mère veut te voir », a dit mon père alors que nous nous tenions sur le trottoir.
Mais je lui ai dit que ce serait entièrement ta décision, selon ton calendrier, si jamais. Ce respect pour mon autonomie était peut-être l'indication la plus claire que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne suis pas prêt pour ça, ai-je dit honnêtement. Je comprends, a-t-il répondu. Et je crois que peut-être il comprenait. De retour à Seattle, j'ai partagé cette expérience avec Rachel alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes olympiques de rose et d'or. « Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec eux ?» a-t-elle demandé. « Je ne suis pas sûr que ce soit possible, ai-je répondu. Mais peut-être que nous pourrons construire une nouvelle relation qui reconnaisse le passé sans en être prisonnière. Et est-ce ce que tu veux ? J'ai examiné attentivement sa question. Ce que je veux, c'est vivre authentiquement sans le poids de leurs attentes ou de leur désapprobation. S'ils peuvent respecter cela, alors oui, j'aimerais une certaine forme de connexion familiale. Sinon, j'ai déjà prouvé que je peux prospérer sans elles. Rachel m'a serré la main. C'est la différence maintenant. Avant, tu avais besoin de leur approbation. Maintenant, tu es prêt à accepter leur présence, mais seulement à des conditions qui honorent qui tu es vraiment. Sa perspicacité a cristallisé quelque chose d'important. Ma disparition n'avait pas été seulement un acte de rupture, mais d'auto-réappropriation. En partant, j'avais trouvé le courage de me définir selon mes propres termes. Au cours des mois suivants, de nouvelles connexions timides se sont formées. Les appels téléphoniques hebdomadaires avec Stéphanie ont évolué vers un véritable soutien fraternel. Les emails occasionnels avec mon père se sont principalement concentrés sur des sujets neutres, mais s'aventurant parfois sur des territoires plus significatifs. Aucun contact avec ma mère, qui est restée incapable ou peu désireuse de reconnaître son rôle dans ce qui s'était passé. 6 mois après notre rencontre à Cambridge, Stéphanie et Bradley ont visité Seattle, leur montrant ma nouvelle vie. Mon appartement avec ses vues spectaculaires, mon bureau à Horizon Tech, où j'étais maintenant un cadre supérieur respecté, les lieux locaux où j'étais connu de nom, tout cela me donnait l'impression de boucler la boucle. Ils ont rencontré Rachel et nous 4 avons passé un week-end à explorer la ville et la beauté naturelle environnante. Le soir de leur départ, alors que nous partagions une bouteille de vin de Washington sur mon balcon, Bradley a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Tu sais, quand j'ai rencontré ta famille pour la première fois, je pensais que tu étais l'excentrique. Maintenant je réalise que tu étais juste le premier assez courageux pour rompre avec un schéma toxique. » Ma sœur hocha la tête. « C'est vrai. Te voir te choisir toi-même, ton moi authentique, plutôt que leur approbation m'a donné la permission de tout remettre en question. Je travaille encore dessus, mais je reconnais mieux quand je fais des choix pour leur plaire par rapport à des choix qui correspondent à mes propres valeurs. » Cette nuit-là, après leur départ pour l'hôtel, Rachel me trouva regardant de vieilles photos de famille que j'avais gardées dans une boîte mais rarement vues. « Des doutes ?» demanda-t-elle doucement. « Non, dis-je, j'apprécie simplement le chemin parcouru. Il y a 1 an et demi, ils m'ont dit que le plus beau cadeau que je pouvais faire était ma disparition. Ils n'avaient aucune idée qu'en disparaissant de leur récit, j'apparaîtrais enfin pleinement dans ma propre vie. J'ai remis les photos dans leur boîte, non pas en les jetant, mais en les remettant dans leur juste perspective. C'étaient des artefacts d'un passé qui m'avait façonné, mais ne me définissait plus. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique en Californie, un poste prestigieux qui ferait progresser ma carrière de manière significative. Dans le passé, j'aurais pu m'inquiéter de la façon dont un tel déménagement affecterait ma réconciliation familiale ténue. Maintenant, j'ai évalué l'opportunité purement sur ses mérites pour ma croissance professionnelle et mon bonheur personnel. Quand j'ai accepté le poste, j'ai informé mon père et Stéphanie de manière factuelle, sans aucune anxiété quant à leur réaction. La réponse de mon père fut simple. « Félicitations. Cela semble être une parfaite adéquation avec tes talents. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de suggestion subtile que je m'éloignais davantage des obligations familiales. » Alors que Rachel et moi nous préparions à déménager en Californie, je réfléchissais à la vérité profonde que j'avais découverte à travers ce voyage douloureux. Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage de disparaître des perceptions limitantes des autres afin que nous puissions enfin apparaître authentiquement dans nos propres vies. La famille dans laquelle je suis né m'avait demandé de disparaître. Mais en le faisant, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. La capacité de me tenir fermement dans ma propre vérité, entouré de personnes qui me valorisaient exactement tel que j'étais, non pas malgré mes différences, mais à cause d'elles.
Avez-vous déjà eu à vous éloigner de quelque chose de familier pour découvrir votre vrai moi? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force dans les moments difficiles. N'oubliez pas que parfois, les décisions les plus difficiles, comme fermer une porte définitivement, mènent au plus beau nouveau départ. Merci d'avoir écouté mon parcours et j'espère que cela donnera du courage à quiconque fait face à ses propres choix difficiles concernant l'authenticité familiale et l'estime de soi. Lanza eléctrica. Oye, está God, No, gracias, Bueno, sigo esperando a ver cuál quieres tú. Hay demasiados hechizos que puedo intentar obtener. A ver. Saca vamos a ver. el agujero negro, Cas. ¿El de teletransportación? No, el agujero negro. Mira el agujero negro. El de agujero, el de teletransportación, el que tú quieras. Hay demasiados que tengo en mi poder. Obviamente hay unos que están un poquito más fuertes, por ejemplo el de aguja de sangre. Ok, bueno, vamos a hacer caso. ¿Puedes darme el de agujero negro, así nivel 1? Agujero negro. Sí, puedo dártelo. Toma. Muchas gracias. Ahora lo voy a guardar para que no se me vaya en ningún momento. Recuerda que es legendario, entonces tienes que usar tinta legendaria, sí o sí. Ah. Sí. Eso es muy depende del hechizo. Si el hechizo dice inusual, pues tienes que usar inusual. Si te dice raro, tienes que usar raro. Épico, pues tinta épica. ¿Y así? Y cuando dice inútil, esos son algunos ítems que dicen inútiles. Aunque también hay un NPC, digo, enemigo, que si lo matas te da tinta rara y épica y legendaria. Pero es una probabilidad muy baja. Y exactamente, es esta personita. Por si lo ven y quieren matarlo, pueden hacerlo. ¡Ah! ¿Es Sif? Exactamente. Sí, deberíamos tratar de ir después a probar como por el nuevo nivel de Sif, a ver qué tal está. Ah, sí, yo no he ido. No fui ni al segundo. Yo creo que yo fui al segundo y lo logré. Vamos a ver cómo nos va con el nivel 3. Pueden intentarlo ahorita si quieren y pueden ver si pueden pelear o tienen que mejorar. Solo tengan cuidado que ya puede avanzar y pega muy poco. ¿Avanza más rápido? Algo así. A ver. Uy. Ay, sí, pega más fuerte. Sí, pega demasiado fuerte. No, me va a romper la armadura. Es anti-knockback, las flechas no le afectan, el fuego tampoco le afecta, dispara desde lejos. Está un poco fuerte. Sí, un poco es, tal vez, un poco decir. Se me va a romper la armadura. Se recomienda mucho que con este personaje vayan de 1 o de 4. Ahí les ayuda. Y eso es lo que le suelta. A ver. ¿Y él quién es? Gary. Perdón. Eso, nice. Y le suelta todo eso. Les puede soltar que las tintas, que monedas, que polvo. También puede soltar polvo. Y hay una probabilidad muy baja que puede que le suelte su escudo que tiene. Agarra ahí. Es un escudo un poco fuerte. ¿Un poco fuerte? Así su escudo que tiene. Es casi anti-knockback. Oye, pero es que está muy potente para matarlo, ¿no? O sea, por eso se me ¿solo? para que no vaya uno. Sí, no, pero creo que se puede. Yo estoy de acuerdo, yo creo que sí se puede. Sí se puede. Hay personas que están un poquito más fuertes, que lo han hecho solo en el nivel 2. Y ya en el nivel 3 intenté con ellos y me dijeron que no pueden. Entonces tienen que ir con 2. Mínimo o máximo como 4 personas para que maten a ese personaje. Ok. La verdad está potente, ¿eh? Ok. El nivel 2 yo sí lo hice solo, pero también lo hice con un huevo verde. A ver, quiero probar esta habilidad. Ya me dio curiosidad. Tengo de nivel 1.
A ver. Oh, no puedo hacerlo, no lo entiendo. Bueno, no entiendo qué haga. Bueno, Era de a nivel veces 1. las cosas son mejor dejarlas como secreto. Oye, Sí, luego le preguntaré a Huevócrates. ¿Qué pasa? el huevo frito estelar y el de vital son los mejores, ¿eh? Siento yo.